canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Première question, vous venez à l'instant de me dire que vous étiez très content de revoir le film. Je voulais savoir, cela faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu? Et puis surtout, est-ce que là, maintenant, c'est vrai que là, c'est assez frais. Comment vous... Je veux dire, est-ce qu'il vous fait le même effet que la première fois que vous l'aviez vu? Ouais, ça faisait peut-être une vingtaine d'années que je ne l'avais pas vu, hein, donc ça date quand même un petit peu. Oui, j'ai trouvé le film. Je trouvais que le film avait extrêmement bien vieilli parce qu'au fond, les qualités de Chahine, c'est-à-dire dans ce film-là en particulier, enfin, on en reparlera sûrement plus en détail, mais disons l'espèce de vitalité qui se dégage du film, le mélange des genres, la manière qu'il a d'aborder son autobiographie comme une sorte d'autofiction, même si c'est un terme qu'on n'employait pas trop à l'époque encore, surtout pour le cinéma, c'est quelque chose qui reste très, très neuf, je trouve, et très vivant, et qui n'a pas, pour moi, qui n'a pas vraiment vieilli. C'est-à-dire, j'ai le sentiment. Après, le film est situé dans un certain contexte de l'Égypte qui, lui, évoluait. Mais le propos de Chahine ou la force de son cinéma, de sa mise en scène, pour moi, elle est restée intacte. Moi, personnellement, j'ai trouvé démentiel. Enfin, je veux dire, il y avait des moments, il y avait certaines choses que j'avais oubliées. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je me dis... Mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un film égyptien, c'est un film qui a été montré dans le monde arabe. Et je pense que maintenant il y a de nouvelles générations qui ont fait que c'est différent. Mais c'est un film de 89-90, si je me trompe pas. Il est sorti en 90. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est impressionnant de faire. Il y a des séquences... C'est une conquête, parce que Chahine, alors je ne sais pas si on rentre dans son parcours, qui est quand même assez complexe et long et relativement sinueux. C'est quand même un cinéaste qui a eu différents moments dans sa carrière. Alors, je ne sais pas si on va résumer on peut aller peut-être relativement vite, mais on peut partir de ce film et de cette trilogie ou tétralogie même qu'il a faite autour de sa propre vie. En réalité, ce film, c'est le troisième volet d'une tétralogie qui s'achèvera avec Alexandrie New York, même si c'est encore un film un peu différent. Mais c'est surtout avant Alexandrie encore et toujours, il y avait eu Alexandrie Pourquoi, dont on voit effectivement, qui est très directement cité dans ce film-là, donc en 79, je crois. Ensuite, il y avait eu La Mémoire en 82, puis Alexandrie encore et toujours, qui d'ailleurs est celui qui s'éloigne le plus de l'autobiographie pure et dure, parce qu'il y a c'est quand même très fictionnel malgré tout. Et en fait, le geste de Chahine en 78, 19 par là, quand il met en scène sa propre existence à Alexandrie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui met en scène en fait sa vocation de cinéaste en tant que jeune homme, d'une certaine manière. Le rapport au spectacle, tout ce qui est, une des choses les plus importantes qui fondent sa personnalité, son cinéma, c'est quand même un geste très audacieux déjà à l'époque, même si Alexandrie Pourquoi est un film on ne dira pas plus classique parce que c'est pas le terme qui convient, mais disons où il y a moins les ruptures de ton qu'on a dans celui-là, qui sont assez folles en effet. Mais c'est un geste a priori. Je suis pas un historien ni du monde arabe ni du cinéma égyptien ou du cinéma du monde arabe, mais c'était la première fois que quelqu'un se mettait en scène son propre personnage et racontait sa propre vie. C'est déjà en soi quelque chose, un geste assez puissant. D'ailleurs, parce qu'on se rend pas compte peut-être ici en France ou en Europe, parce que c'est quelque chose qui était déjà intégré dans le cinéma. J'ai repensé, d'ailleurs c'est drôle parce que moi j'anime un autre ciné-club donc tous les dimanches dans une autre salle au Nouvel Odéon, et en ce moment on est dans un cycle Fellini, et j'ai revu la semaine dernière, dimanche dernier, parce que c'était le film programmé 8h30, et les deux films matchent très très bien ensemble. Sans Fellini, il n'y aurait probablement pas ces films de Chahine, mais en même temps, Chahine a réinventé d'une certaine façon le genre du film dans le film, ou de l'autobiographie ou de l'autofiction, avec sa propre personnalité. Donc il y a eu cette trilogie qui était vraiment importante, parce qu'elle a ouvert une brèche potentielle. Avant tout ça, donc Chahine est parti, a grandi, on l'a compris, à Alexandrie, qui est
très important pour lui parce que c'est le Creuset, c'est un Creuset. Alors à l'époque où il y a grandi, c'était un Creuset très multiculturel, très métissé. Il y avait des musulmans, des juifs, des catholiques, différentes. Voilà. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi, bon, évidemment, il y a les Anglais aussi qui occupaient. Enfin bon, il y a une espèce de mélange très vivant qui a beaucoup influencé Chahine dans ce qui lui-même parlait français, était catholique, avait quand même un rapport, enfin catholique en tout cas d'origine, et avait un rapport qui est assez loin, disons, de ce qu'on appelle l'intégrisme religieux. C'était quand même quelqu'un de très libre par rapport à tout ça. Et il a conquis sa liberté de cinéaste. Donc il est parti donc après-guerre à Pasadena, donc en Californie, dans une école où il a appris un peu, disons, les arts du spectacle, on va dire, parce qu'il se destinait plutôt à être acteur, comme c'est là aussi évoqué dans ce film. Ça permet aussi peut-être de comprendre certaines choses qui ne sont pas forcément claires si on ne connaît pas totalement la biographie de Chahine, mais ça n'a pas non plus une importance capitale. Et quand il rentre en Égypte, il devient assez rapidement un très jeune cinéaste. À 22 ans, il tourne son premier long métrage qui s'appelle Papa Amin, qui est un film de fantômes, d'ailleurs, une comédie avec des fantômes assez amusante. Et puis après, dans les années 50, jusqu'à Gare Centrale, qui est là aussi évoqué dans Alexandrie encore toujours, c'est un cinéaste de genre assez typique du cinéma égyptien de l'époque, qui était un cinéma qui produisait énormément de films, qui était un cinéma très vivant, un cinéma de studio, un cinéma de genre, donc un peu à la Hollywood, mais Hollywood sur le Nil, comme on dit. Et Chahine s'inscrit quand même pas mal là-dedans, en développant peu à peu sa propre personnalité. Et puis il y a effectivement Gare Centrale, dans lequel il est l'acteur principal et le metteur en scène, qui est un film central, c'est bon de le dire, mais crucial aussi pour à la fois l'histoire du cinéma égyptien et la propre histoire de Chahine. Chahine devient aussi célèbre comme acteur, c'est-à-dire que ce qui est montré dans le film à un moment donné, c'est-à-dire quand on voit on lui dit la mère de Yousra, donc l'actrice qui joue, avec laquelle il dialogue, qui est fascinée un peu par l'apparition de Chahine chez elle, bah ça c'est pas une c'est pas simplement une fiction, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire que Chahine était quelqu'un de célèbre physiquement, on pourrait dire. Enfin, les gens le connaissaient à la fois à cause de Gare Centrale et ensuite parce qu'il a effectivement, il faisait assez régulièrement des apparitions à la télé. Moi, je l'ai constaté à titre personnel, parce que j'ai passé quelques jours avec Chahine, j'ai eu la chance de passer quelques jours avec Chahine au Caire en 96, donc pour un numéro spécial des Cahiers dont vous avez parlé tout à l'heure. Et quand, en marchant dans la rue avec lui, les gens l'arrêtaient, enfin très régulièrement. C'était pas toutes les 5 minutes, c'était toutes les 30 secondes ou presque. Donc il était très très célèbre. Bon, et cette célébrité date de Gare Centrale, puis ensuite elle a effectivement pris d'autres tournures. Dans les années 60, c'est quelqu'un, alors on peut dire que c'est à la base un cinéaste plutôt classique, en tout cas qui s'inscrit dans une certaine tradition finalement, mais il prend aussi un tournant moderne dans les années 60, il fait des films qui pour certains peuvent se rattacher vraiment à une forme de cinéma moderne. Je pense en particulier à 2 films qui ne sont pas très connus parce qu'ils sont pas distribué en France, un film qui s'appelle L'Aube d'un jour nouveau en 64, où l'héroïne, le personnage principal est une femme qui s'ennuie, qui a un petit presque des relents, enfin pas des relents, des parfums un peu antonioniens, et ou un film qui s'appelle Le Choix, où il joue le double rôle de frères jumeaux qui représentent un peu 2 pôles, l'un plutôt l'ordre, l'autre le désordre. Enfin bon, voilà, il y a un mélange de ça. Et c'est un cinéaste quand même aussi assez politique, puisque à partir, disons, de films comme La Terre, là aussi évoqué, qui est un film important qui se passe au début du XXe siècle, mais qui raconte quand même la manière dont, disons, les paysans se sont révoltés contre je dis ça de mémoire, contre des grands propriétaires terriens. C'est un film explicitement politique. Puis il y a Le Moineau, qui en 72, qui tire les leçons de la défaite de la guerre des 6 jours en 67, et qui est une sorte d'adieu à Nasser, puisqu'il faut toujours repenser aussi le cinéma de Chahine dans un rapport un peu à l'histoire politique de l'Égypte. Nasser, qui, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, qui a été le chef d'État, le père de la nation, d'une certaine manière, à un moment donné. En tout cas, quelqu'un qui a, avec la nationalisation du canal de Suez, enfin bon, qui a eu un impact très grand sur l'identité égyptienne sur la Chine, avec lequel Chahine, qui le connaissait personnellement, avait des rapports en permanence ambivalents. C'est-à-dire que tantôt il était assez nassérien, tantôt il était anti-nassérien. Bon, c'est aussi la complexité de Chahine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant
intéressant aussi, puisque tu parlais de l'Algérie tout à l'heure, par exemple. Chahine a construit son cinéma souvent sur des alliances avec d'autres pays. C'est-à-dire, bon, le début, c'est très, très égyptien. J'ai oublié d'ailleurs de mentionner qu'il a fait débuter aussi Omar Sharif, qui ensuite a fait la carrière internationale, qui débute, enfin, qui dans certains de ses premiers films, notamment un très beau film qui s'appelle Ciel d'enfer, une sorte de film presque policier, enfin bon, un peu d'aventure. Et donc Chahine a aussi, oui, en permanence fait des alliances, c'est-à-dire qu'il a tourné, il a eu des coproductions. Alors, il s'est exilé 2 ans au Liban en 63 parce qu'il en avait marre du pouvoir nassérien, donc ça faisait partie d'un mois. Après, il est revenu. Il y a eu des films avec les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, en particulier un film qui s'appelle Les gens du Nil, qui était sur le barrage, la construction, je crois, du barrage d'Assouan, ou je ne sais plus très bien. Ensuite, il y a l'Algérie, il a joué un rôle en tant que coproduction, notamment Alexandrie Pourquoi, qui est un film coproduit par l'Algérie. Le cinéma algérien étant un cinéma assez vivant dans les années 60-70, il faut le rappeler, voire 80. Et ensuite, il y a la France, à partir de Adieu Bonaparte, donc en 85, et tous les films de Chahine à partir de là, peut-être, je ne sais pas si c'est jusqu'au tout dernier, mais enfin je crois, ont été coproduits par la France et en particulier par un producteur qui s'appelait Albert Balzan, qui a joué un rôle décisif dans la dernière partie de carrière de Chahine, qui était quelqu'un avec lequel Chahine avait des relations très fluides. Et ça, Jack Lang a joué un rôle aussi d'ailleurs au moment d'Adieu Bonaparte, parce qu'il a aussi contribué. À l'époque, l'État français voulait aider les cinéastes étrangers, ou des grands cinéastes, disons, qui manquaient peut-être un peu de moyens. Et donc, il y a eu des possibilités qui étaient nouvelles pour lui. Et donc, je reviens, je vais terminer vite parce que c'est peut-être un peu long. Dans les années 70, ça devient un cinéaste donc assez politique. Et donc il y a Le Moineau qui se filme donc autour de la défaite de l'Égypte pendant la guerre des 6 jours. Et ensuite un film qui s'appelle Le Retour de l'enfant prodigue, qui est une comédie musicale, mais qui est aussi une tragédie musicale surtout, autour d'une famille grande bourgeoise qui va finir par éclater totalement. Bon, je ne peux pas raconter les détails. Et alors j'ai repensé à ça pendant le film et je me suis dit que dans Le Moineau, Chahine avait tué le père Nasser. C'est-à-dire que c'est le film de l'adieu, c'est le film à la fin, le peuple sort dans la rue, au fond, d'une certaine manière, pour s'émanciper de Nasser, qui a eu un rôle émancipateur, mais qui ensuite est devenu quand même quelqu'un qui a sans doute bloqué, d'une certaine manière, l'évolution de l'Égypte, avec beaucoup de bureaucratie d'ailleurs et d'administration, et quand même une emprise du pouvoir. Bon, et en 76, il fait ce film Le Retour d'enfant prodigue, où là, il y a aussi le meurtre du père, mais là direct. Et je me suis dit, peut-être que c'est en ayant tué le père 2 fois dans ses films qu'il a pu ensuite faire Alexandrie Pourquoi, son premier film autobiographique, parce que tout d'un coup, la libération qu'avait été ces 2 meurtres du père lui a permis de s'envisager comme individu, ce qui n'est pas évident dans le monde arabe de s'envisager comme individu. Je le dis d'autant plus que c'est Chahine lui-même qui me l'a dit, et j'ai parfois parlé avec d'autres Égyptiens. Et donc ça ouvre vraiment une nouvelle voie dans son cinéma, parce que c'est un geste complètement... voilà, c'est très audacieux, encore une fois, on ne s'en rend pas compte. Et là, effectivement, il pousse le bouchon très loin, puisque non seulement donc il se repenche sur sa propre vie, mais il se repenche sur l'histoire de l'Égypte, enfin l'histoire d'Alexandrie, et d'une certaine manière sur l'histoire du cinéma, puisqu'il navigue dans des genres extrêmement variés. On aurait du mal à en faire le compte d'ailleurs, parce que je sais pas, il y a la comédie musicale bien sûr, le cartoon d'une certaine manière, le burlesque d'une autre manière, le film introspectif on pourrait dire, donc là plutôt dans sur un versant plus moderne, le péplum, je sais pas, j'en ai sans doute encore oublié. Est-ce qu'il se parodie un peu aussi dans ce film ? C'est-à-dire la période des années 50-60, espèce de mélodrame comme ça. Pas que lui, mais aussi un peu peut-être que... Souvent, quand on parle de cinéma égyptien de cette période-là, on a souvent tendance à l'associer aux mélodrames égyptiens. Et est-ce qu'il y a aussi une espèce d'auto-parodie par rapport à ça ? Oui, sans doute, une autodérision en tout cas. Chahine était à la fois quelqu'un de très narcissique
comme souvent le sont les créateurs, comme on dit, hein, en plus qu'il était acteur, enfin il y a un côté quand même comme ça, et en même temps très généreux, c'est-à-dire que c'est tout et son contraire, Shane, c'est ça qui est marrant, et on voit bien dans son film. Donc oui, il y a sans doute il y a évidemment une dose d'autodérision, où je trouve mêlée d'un peu de narcissisme quand même, c'est ça qui est intéressant dans le film, ce mélange permanent comment dire, d'autocélébration et d'autodénigrement, presque on pourrait dire, qui est très passionnante et très vivante dans le film. Et oui, en tout cas, il jette sans doute un regard, amusé, au minimum amusé sur ses premiers films, qui étaient évidemment souvent des films de commande, hein, il faut bien le dire. Ce n'étaient pas des films qu'il a initiés lui-même, mais il a fait ses premières armes. Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a énormément tourné très tôt. C'est-à-dire qu'il tournait minimum un film par an, parfois deux. Et c'est vrai que par rapport au cinéma contemporain, où il y a très peu de cinéastes quand même qui tournent beaucoup, et où on sait que tourner beaucoup, ça vous aide dans un système comme ça de film de genre, de studio, ça vous aide à trouver votre propre voie, parce que tout d'un coup, vous avez une maîtrise du tournage, du montage, tout ça qui devient de plus en plus évidente, et donc qui vous permet de vous libérer d'un certain nombre de contraintes. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais oui, il regardait sans doute ça, oui, avec un petit peu d'amusement. Je ne sais pas si c'est de la dérision, mais au moins de l'amusement. Mais de toute façon, je pense qu'il s'est effectivement beaucoup amusé dans ce film à dynamiter un peu tout, à faire éclater un peu toutes les formes, disons, solennelles, ou presque toutes les formes de représentation. C'est aussi un film très audacieux là-dessus, c'est-à-dire qu'il met en cause, mais d'une manière souvent, évidemment, avec beaucoup d'humour, toute forme de représentation un peu figée, quoi, d'une certaine manière. Comme vous le disiez, pendant pas mal de décennies, il a fait pas mal de films à l'image de l'Égypte, donc des mouvements aussi en Égypte, politiques, etc. Et quand on voit celui-ci, et qu'on a vu par exemple Gare Centrale, c'est deux mises en scène, je pense, fondamentalement différentes. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a quand même toujours eu c'est-à-dire un style Shane, quelque chose, même si c'est peut-être discret, une espèce de face cachée de l'iceberg, de ses premiers films jusqu'à, on va dire, celui-ci, est-ce qu'il y a quand même quelque chose, une espèce de cohérence dans son style? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, oui, sans doute. J'aurais peut-être du mal à le dire d'une manière simple, enfin en tout cas de façon évidente comme ça, parce qu'au fond, ça traverse effectivement beaucoup de métamorphoses, beaucoup de genres différents, beaucoup d'évolutions. Encore une fois, il y a une espèce de compression de l'histoire du cinéma. C'est comme si lui, à lui tout seul, en 40 ans, avait traversé toute l'histoire du cinéma, enfin vraiment en accéléré, et qu'il avait été le vecteur pour l'Égypte notamment, pour avoir justement ouvert le cinéma égyptien et le cinéma de genre à d'autres formes. Il n'a pas été le seul, hein, mais bon, ça a été un des cinéastes quand même qui a vraiment eu ce travail-là. Donc, je ne sais pas comment. Je pense que c'est un cinéaste du métissage. Bon, ça c'est sûr. On l'a vu dans ce film-là. Là, c'est le summum du métissage à tout niveau. C'est-à-dire que vraiment, cette façon qu'il a de passer d'un genre à l'autre, d'une scène à l'autre, de manière très très libre. Le film est construit de manière extrêmement libre. Moi, j'étais vraiment un peu sidéré en revoyant, même si je m'en souvenais, mais il y avait vraiment cette liberté. Alors, il n'a pas toujours eu cette liberté. Je crois qu'il y a une fascination, il y a une attraction-répulsion pour Hollywood qui est très forte chez lui à la base. C'est-à-dire qu'il part à Los Angeles, enfin il part à Pasadena, c'est la Californie, c'est proche d'Hollywood. Je vais vous interrompre parce qu'en oui. fait, la première image, c'est oui. ça. Alors, et après, on continue. Oui. Je vais montrer la première image. Et Je suis un peu bavard. Hein. Non, c'est génial. Vous êtes. Non, bref, c'est génial. C'est celle-là. Est-ce qu'on voit? Oui, superbe, on voit bien. Donc, qui est une séquence incroyable aussi. Qui en fait. Et donc, ça, c'est quoi? C'est la comédie musicale, c'est l'Amérique, c'est Hollywood. Et on sait que Hollywood, on va dire peut-être même l'Amérique, les États-Unis, ça a toujours été. C'est un rapport très particulier. Il a un rapport assez particulier pour le coup, même comme avec. Si vous parliez de Nasser, c'est à peu près la même chose. Et ça, j'aimerais bien. Voilà, vous étiez en train d'en parler d'ailleurs de ça. Son rapport à l'Amérique, son rapport à Hollywood, comment on peut l'expliquer dans son cinéma? On le voit peut-être mieux dans Alexandrie. Pourquoi? Puisque c'est vraiment la manière, enfin le moment où il va partir. Enfin, le film se conclut par son départ à Pasadena, donc alors qu'il est quand même encore assez jeune. Il a, je sais pas, 18 ans quand il part là-bas. C'est vraiment juste après-guerre. Il a gardé. Donc, il était fasciné par Fred Astaire, par exemple, par la comédie musicale des années 30 en particulier, hein, les films RKO de Ginger Rogers et Fred Astaire. Donc ça c'était.
Je pense que ce qui le fascinait dans l'Amérique, c'était ce rapport au spectacle, quoi. Cette espèce de il était beaucoup plus fasciné par le cinéma américain que par le cinéma français, par exemple, je pense. Hein. C'est pas qu'il détestait le cinéma français, mais la nouvelle vague, ça l'a pas tellement touché. Alors qu'il aurait pu. Au fond, il est un contemporain de la nouvelle vague, absolument. Dans un contexte, il a les mêmes âges il avait le même âge que Godard, que Rivette, que tous ces gens-là. Bon. Mais l'Amérique a plus compté pour lui parce que, au fond, voilà, c'est un entrepreneur de spectacle aussi. Il faut quand même l'entendre aussi de cette façon. C'est-à-dire quelqu'un qui croit vraiment à l'entertainment, même si son cinéma est loin d'être réductible à ça. Et en même temps, il avait un rapport si ce n'est de répulsion, du moins de très grande distance avec les États-Unis, à la fois pour des raisons politiques. Bon, parce que effectivement, les États-Unis ne sont pas extrêmement populaires en Égypte à ce moment-là. L'impérialisme, enfin l'anti-impérialisme. Enfin bon, voilà, c'est pas que Chahine est situable de façon très simple politiquement, mais enfin, disons, il n'est pas pro-américain, clairement pas, tout en ayant beaucoup de rapports avec l'Occident. Hein, donc voilà, mais c'est pas avec les Américains, donc plutôt avec d'autres pays. Mais ça a beaucoup compté pour lui, tout comme Shakespeare a beaucoup compté pour lui, donc auteur anglais. Alors ça, pour moi, Shakespeare, c'est assez important. Je dévie un peu par rapport à Hollywood, mais bon, c'est une autre branche, on va dire, puisque c'est la branche du spectacle aussi. Shakespeare, dans ce mélange de tons qu'il y a dans un certain nombre de pièces de Shakespeare, dans la manière d'intégrer le grotesque et le sublime dans la même scène presque, ou en tout cas d'une scène à l'autre, enfin, dans la manière de jouer sur la question du spectacle et d'intégrer le rêve, d'intégrer des formes qui sont très hétérogène a priori, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Pour moi, c'est une des clés de compréhension de Chahine. Et là, effectivement, il est énormément question de Shakespeare. C'est presque un des fils conducteurs les plus importants dans le film. Et ça a beaucoup compté. Ça a énormément, enfin, il le dit, mais c'est vrai que je pense que ça a énormément compté pour lui. Après, sur le cinéma américain, je pense qu'il y a un rapport de rivalité, presque, on pourrait dire, parce qu'au fond, on l'a dit, je crois que ça a été désigné comme tel. Le cinéma égyptien, le Caire, c'était Hollywood sur le Nil. Hein, Hollywood sur le Nil. Donc il y a ce rapport. Il se vit quand même comme une sorte de cinéaste. Au départ, en tout cas, je pense, comme une sorte de cinéaste proto-hollywoodien, on pourrait dire, puisque finalement, toutes les années 50, ce rapport au genre, le mélodrame, la comédie musicale, la comédie, sont les genres classiques du cinéma américain de l'époque. Et il lui-même s'inscrit absolument... Alors, c'est le contexte égyptien, mais encore une fois, il faut replacer ça dans un contexte où le cinéma égyptien est vraiment un cinéma très important, comme le cinéma indien. C'est des cinémas très forts, surtout dans cette après-guerre, mais même avant-guerre. Donc oui, rapport très, très, très ambivalent. Je l'ai entendu dire du mal des Américains assez régulièrement, et en même temps, beaucoup de bien aussi du cinéma. Enfin bon, voilà, donc c'est toutes les contradictions de Chahine. Pour en revenir d'ailleurs à la question initiale, c'est-à-dire avant même qu'on parle de ça, c'est la question de est-ce qu'il y a une sorte d'unité stylistique ou autre. Je pense que l'unité, elle se joue, elle se donne, elle se dit à travers les contradictions. C'est un cinéma de la contradiction, c'est-à-dire que Chahine fait toujours pas forcément un film contre l'autre, comme disait Truffaut, je fais toujours le film suivant contre le précédent, mais à l'intérieur du même film, comme s'il y avait des contradictions qui n'avaient pas envie d'ailleurs de conclure, enfin de résoudre, comme s'il essaie d'une certaine manière des contradictions ouvertes. Mais c'est difficile de le résumer d'une seule manière parce que il y a l'influence américaine, il y a une influence russe, du grand cinéma russe aussi dans certains de ses films. Je pense en particulier à La Terre ou aux Gens du Nil dans cette fin des années 60. Il y a une influence du cinéma moderne européen dans d'autres films. Et en même temps, je sais pas comment le dire. En fait, c'est un cinéaste difficile à saisir dans sa totalité. Et en même temps, il y a une voix, je ne peux pas le dire autrement, une voix VOIE, mais surtout VOIX, qui se fait entendre chez lui, qui est tout à fait unique et qui émerge peu à peu. Encore une fois, je pense que le Gare central est un moment clé parce que c'est à la fois un grand mélodrame et un film qui joue avec le mélodrame, avec le film noir aussi, et en même temps, ça devient
un film de Youssef Chahine, c'est-à-dire un film très personnel dans lequel il se met en scène en se donnant d'une certaine manière le mauvais rôle, entre guillemets, et où il arrive dans un espace clos, ouvert et clos à la fois, c'est-à-dire c'est une gare, les alentours, enfin les rails, les entrepôts, la gare, le hall de la gare, où il arrive comment dire, à concentrer toutes les contradictions de l'humanité, quoi, on pourrait dire presque. Et c'est très impressionnant parce que c'est un cinéaste romanesque aussi, je pense, profondément. C'est-à-dire qu'il aime le romanesque, il aime le... Il y a un plaisir aussi du romanesque chez lui, il y a un plaisir du changement de ton, mais il y a aussi un plaisir du romanesque. C'est très important quand même pour lui. Mais par rapport à Shakespeare, ce qui est assez drôle quand on revoit ce film aujourd'hui en 2023, moi j'ai souvenir d'une interview d'il y a quelques mois d'un cinéaste algérien, pour le coup, qui vient de faire un film qui s'appelle La Dernière Reine et qui parle d'Alger au XVIe siècle, ce qui est pratiquement rare dans le cinéma algérien. Et il disait dans une interview, et donc c'est Damien Onouri, le réalisateur, disait « Il nous manque des Shakespeare ». Et j'ai trouvé ça... particulièrement, voilà, il y a une espèce de chant contre chant qu'on ne soupçonnait pas. Ce qui est vrai, c'est que la figure de Chahine dans le monde arabe a été très importante, je dirais à la fois politiquement, esthétiquement. Enfin, c'est quelqu'un qui a compté parce qu'il est devenu une espèce de symbole à partir d'un moment. Alors, ça a agacé un certain nombre de gens parce qu'il prenait beaucoup de place. Et d'ailleurs, à l'époque où il avait commencé à être coproduit par la France, donc pour Adieu Bonaparte, il y avait deux projets en concurrence. Il y avait le sien et le projet d'un autre grand cinéaste égyptien, mais qui a fait très peu de films, qui s'appelait Mohamed j'arrive plus à me souvenir, Shadi Abdes Salam, qui a fait un film qui s'appelle La Momie, en particulier, qui est un film très important, mais qu'on peut malheureusement, mais qui a fait très peu de films. Et il avait un projet sur un pharaon, enfin il y avait un projet pharaonique, mais dans le... C'était tout en cas, je crois que c'était... je sais plus. Je crois que c'était tout en Cameroun. Peut-être c'est tout en Cameroun. Je sais plus. Je ne crois pas que ce projet ait été réalisé d'ailleurs au final. Et c'est Chahine qui a emporté le morceau, le marché, on pourrait dire. Donc c'est lui qui a. Mais c'est lui qui a du coup bénéficié de la coproduction française à ce moment-là, et puis ensuite qui a ouvert la porte pour d'autres films. Mais aussi parce qu'au fond, Chahine avait un rôle déjà. Enfin, c'était une figure très importante dans le cinéma du monde arabe. C'est-à-dire que. Et encore une fois, je reviens toujours sur Alexandrie. Pourquoi ? Parce que c'est un film fondateur de quelque chose pour Chahine et peut-être pour d'autres cinéastes. Ça a été un film qui a eu des problèmes avec la censure, enfin qui a été, parce que il y a aussi toutes les questions de désir, d'homosexualité qui sont déjà là en partie dans Alexandrie. Encore pourquoi ? Mais en même temps, c'est un film qui a joué un rôle fédérateur, presque libérateur et fédérateur pour les cinéastes du monde arabe. Comme d'autres films même de Chahine avant, Le Moineau. Tous les films des années 70 sont très très importants. Ils deviennent des films, des symboles, ce qui était moins le cas avant. Disons, Gare Centrale, c'est le grand succès populaire. Voilà, c'est vraiment le triomphe d'un certain cinéma populaire qui devient pas adulte, mais enfin qui passe un cap d'une certaine manière avec ce film. Et ensuite, voilà, il y a cette idée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Chahine ce soit comment dire, un penseur au sens, enfin, ou quelqu'un, un théoricien ou un leader qui se voudrait, voilà. Et en même temps, il avait une espèce de charisme naturel, une façon aussi d'aborder les choses très, très directement. Et en même temps, il était malin parce qu'il n'arrêtait pas de ruser avec la censure, avec le pouvoir. Et c'est un grand malin aussi, Chahine, mais dans le bon sens du terme. Et donc cette position qu'il a eue, elle est vraiment importante parce qu'elle était assez unique. Et après, encore une fois, ça a agacé un certain nombre de gens parce qu'il avait le sentiment qu'il faisait de l'ombre, qui peut-être empêchait d'autres d'éclore. Bon, à voir, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été plus. À un moment donné, ça a été plus qu'un cinéaste d'une certaine manière. Ça a été une figure, à la fois intellectuelle, politique, qui représentait le monde arabe d'une certaine manière. La deuxième image, alors, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, celle-là. Je suis marginal, je n'obéis pas aux règles. Bon, vous y avez un peu répondu, donc, mais je trouvais ça intéressant, cette idée-là, parce que ça, comme vous le disiez, ça le définit. Mais par rapport à ses confrères des pays arabes et du Maghreb, on parlait de cela avant la projection. Je vous avais dit que j'avais réécouté l'émission Microfilm de Dané quand il avait reçu
Chahine, et Danet lui disait voilà, vous êtes unique, vous êtes unique, vous êtes. Enfin, il le tutoyait, tu es unique, tu es unique, tu es unique. Et lui, il disait non, 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 attention, attention, ne me mets pas dans cette situation-là, je vais avoir des problèmes. Et il disait par exemple, en Algérie, il y a Mirza Kalouache, puis il y a un tel, il y a d'autres, il y a d'autres. Mais j'ai l'impression que ça, je suis marginal, j'obéis pas aux règles, il y en a très peu finalement qui sont comme lui dans cette région-là. Et je vais même aller encore plus loin, pas forcément que dans les pays arabes, j'ai envie de dire dans le cinéma, enfin à l'époque, de faire des films de cette manière-là, de parler, d'assumer profondément sa subjectivité. Ça aussi, je pense qu'il n'y a pas forcément que dans les pays arabes ou en Afrique qu'on voit ça rarement. Je parle de cette période-là, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Voilà, c'est une autre génération. Mais ça, je suis marginal, j'obéis pas aux règles, je trouve que ça le définit aussi. Ça le définit depuis toujours, son rapport au cinéma, à l'autre, au monde. Oui, et en même temps, comme je disais, il a dû aussi respecter un certain nombre de règles à ses débuts en tant que cinéaste, puisqu'il était un cinéaste de studio, de genre. Donc, il a fait des films avec des stars, genre Farid El Atrache, qui est vraiment une grande star égyptienne, au Liban avec Fayrouz, grande chanteuse libanaise. Bon, donc il n'était pas toujours libre de ses mouvements à cette période-là, loin de là. Il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu parce que c'est un cinéaste brillant. Enfin, il a le cinéma dans le sang, on pourrait dire. Donc, il y a toujours quelque chose qui en sort. Je ne sais pas. Évidemment, j'avais vu la capture parce que. Mais aussi, j'ai revu la séquence dans le film. Après, j'allais dire, c'est vrai que c'était quelqu'un sans doute de désobéissant, mais qui savait aussi où il en était par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est allé loin. Hein. Il y a une grande, c'est quelqu'un de très audacieux, indéniablement. Marginal, j'ai un peu tiqué sur le terme dans ce contexte, dans le contexte de ce film, c'est-à-dire au moment où il le fait, c'est-à-dire à la fin des années 80, parce qu'on ne peut pas dire que Chahine était un marginal à cette époque-là. Il était... Pas du tout non plus un cinéaste officiel, loin de là, mais c'était quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui était extrêmement reconnu. C'est la figure centrale du cinéma du monde arabe. Bon, donc marginal peut-être en tant qu'égyptien. Il ne la voulait pas, lui. Comment ? Quand on lui Non, il n'a pas voulu être ça, ou c'est pas quelque chose qu'il a désiré. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était de fait le cas. Et comme, voilà, quand je disais, bon, il a été... c'est lui qui a gagné le marché pour la coproduction française sur Radio Bonaparte. Bon, ça prouvait aussi que son aura était assez importante et que sa notoriété n'était pas négligeable. Non, mais c'est presque... Je pense que, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui il était très facile de discuter. Oui, il était très facile de discuter et il avait le contact très, très facile, hein, le tutoiement immédiat. Et quelqu'un, moi, je me souviens de la première fois que je l'ai vu en Cherno, c'était justement l'année où il a présenté Alexandrie encore et toujours à Cannes en 90. C'était pas en compétition, c'était à la quinzaine des réalisateurs parce que le film avait été refusé en compète à l'époque. Bon. Ça paraît étrange, mais le film était visiblement trop audacieux pour l'équipe de Cannes de l'époque, Gilles Jacob et autres. Bon, et enfin, ça l'a pas desservi parce qu'au fond, là, effectivement, on peut dire qu'il était un peu marginal par rapport à ça, parce que de fait, le côté, j'emploie ça avec tous les guillemets du monde, le côté un peu métèque, voilà, enfin, bon, donc de ce point de vue-là, et première fois que je vois Chahine, je me souviens, je venais d'arriver à Cannes, c'était ma deuxième année à Cannes, je crois que je marchais avec d'autres, il y avait Serge Toubiana surtout, et tout d'un coup, à l'autre côté du trottoir, je vois quelqu'un qui fait des grands gestes, voilà, qui était très, voilà, et bon. C'est parce qu'il avait reconnu Toubiana, qu'il connaissait, et donc on traverse la rue, et là c'est tout de suite, je vois quelqu'un, une espèce de tourbillon, enfin quelqu'un d'extrêmement chaleureux, de très malin, de très drôle, de très flamboyant d'une certaine façon, et c'était tout Chahine qui était à la fois un marginal, c'est-à-dire au fond quelqu'un, je dirais pas marginal, je dirais extrêmement indépendant d'esprit. C'est-à-dire qu'au fond, et voilà, c'est quelqu'un avec qui on pouvait discuter beaucoup. Je termine parce que j'ai un peu l'esprit moi aussi qui digresse comme Chahine. Donc, mais en même temps,
il savait où il en était. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas lui faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, surtout à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que bon, il avait suivi des règles à une époque, mais après c'était fini. Donc c'est lui qui décidait, mais il vous donnait le sentiment que c'était une décision commune presque, d'une certaine façon. Donc bon, je saurais pas. Moi, je pense je l'ai toujours trouvé assez proche, tout en l'ayant évidemment jamais rencontré, de Renoir sur un certain nombre de points, c'est-à-dire le côté généreux, le côté polyphonique, le côté un peu difficile à suivre parfois sur certains passant voilà, d'un genre à l'autre, d'une posture à l'autre, bon, donnant le change en étant extrêmement sympa comme ça, hein, et en même temps en sachant exactement ce qu'il veut, ce qu'il fait, avec une grande rigueur, pas du tout quelqu'un qui se lance dans un grand n'importe quoi, c'est-à-dire vraiment, et avec cette expression que j'aime bien, qui convient aussi bien à Renoir qu'à Chahine, qui avait employé un critique il y a très longtemps, dont je ne me souviens plus, mais l'expression m'est restée, un art du désordre organisé. Je trouve que ça fonctionne bien pour certains d'autres cinéastes. Fellini, ça marche aussi. Et Chahine, c'est vraiment ça, quoi. C'est aussi un art du désordre organisé. Voilà, quelqu'un qui se cache, qui se montre, qui est rusé, qui passe entre les gouttes, qui est capable en même temps des plus grandes audaces. Enfin, c'est un cinéaste totalement, en effet, de ce point de vue-là, je dirais totalement à part. Si ce n'est marginal, du moins totalement à part. Non, j'ai tiqué sur le mot marginal parce que je pense qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment un marginal. Dans 5 minutes, hein, ce sera à vous. À vous de vous montrer la dernière image, même si vous y avez répondu dès le début en parlant de... Je vais vous montrer la dernière image. Mais il y a une chose, je ne m'étais pas rappelé, je m'étais pas souvenu, pardon, en revoyant le film, et ça m'a surpris. Là, on va peut-être sortir un peu de l'intériorité même du film, le cinéma, dans sa théorie, tout ça. C'est ces moments où il insiste beaucoup sur... on a compris, c'est le Festival de Cannes, et il espère que son acteur va recevoir le prix d'interprétation. Il ne l'a pas. Et je me dis, le fait qu'il insiste... Après, bon, ça donne aussi la fameuse rupture qui est extraordinaire entre, je crois, c'était Dalida, la chanson française, et je ne reconnais plus la chanteuse arabe. Bref, et ce dialogue, je trouve, c'est un moment merveilleux. Mais ça m'a surpris, le fait que ça, c'est quelque chose enfin, cette espèce de reconnaissance internationale dont le Festival de Cannes. Et je ne peux pas ne pas penser à la Palme d'Or, celle de 76 aux Chroniques années de Brest de Hamina. Et bon, il faut savoir qu'entre les deux, il y avait vraiment une espèce de concurrence, si ce n'est plus. Je ne crois pas qu'ils s'aimaient trop, non. Et je pense qu'ils ne s'aimaient pas du tout. Hein. Non, c'est ça. Ils ne s'aimaient pas du tout. Non, surtout. Hamina était encore moins marginal que Chahine, dans l'occurrence. Non, Hamina, c'est officiel. Mais alors, officiellement officiel, comme dirait l'autre. Non, c'est autre chose. Mais c'est ça. Et je ne pouvais pas ne pas penser qu'à ça. Et en même temps, j'étais très surpris que dans ce film-là, il y accorde quand même, on va dire, un segment. Et j'aurais voulu en savoir davantage. Enfin, parce qu'il y a aussi le à Berlin. Mais oui, mais Berlin, là, il y a deux choses. Non, mais j'allais rebondir justement sur quelque chose qui a trait à ça. Il y a à la fois le rapport de désir qu'il a quand même pour son acteur, qui fait qu'il sent bien que s'il n'a pas le prix, il va le lâcher, et ce qui est le cas. Donc, il y a ce côté très personnel, très intime dont il parle. Parce que moi, j'ai quand même été sidéré par le début du film où on est d'emblée dans une histoire à trois, quoi. C'est quand même assez sidérant dans un film égyptien comme ça où la question est quand même pas... Bon, bref. Bon, donc je pense que c'est important pour lui pour ça, là dans le film. Mais plus généralement, cette reconnaissance était fondamentale pour lui parce que c'est ce qui lui a permis justement d'acquérir sa liberté, comme c'est le cas pour d'autres cinéastes d'ailleurs, qui vivent dans des pays parfois compliqués, et parfois malheureusement ça suffit pas pour qu'ils acquièrent une liberté. On le voit avec par exemple Jafar Panahi, même s'il a été libéré. Donc c'est important pour lui. Il me l'avait raconté aussi. Alors il y a effectivement les grands festivals où très peu de films arabes avaient eu des prix, hein, il faut bien le dire aussi. Donc, je pense qu'effectivement, Alexandrie, pourquoi c'est un prix très important, cette ours d'argent à Berlin. Il y a aussi la reconnaissance de la critique, par exemple, en particulier française, sur lequel il s'est exprimé dans cet entretien, dont je me souviens, il en avait parlé. Par exemple, le premier
un des premiers critiques qu'il a cité, je pense, comme étant vraiment ayant contribué à sa reconnaissance en France notamment, c'est Jean-Louis Bory pour un texte sur la Terre. Donc, j'y reviens encore, un film vraiment important et très beau d'ailleurs, qui a vraiment mis l'accent sur la grandeur du film. Enfin, à un moment où Chahine n'était pas très peu connu, hein, très peu de films avaient été distribués. Je ne sais même pas sûr que Gare Centrale avait dû l'être. Alors après, ou alors peut-être dans des circuits un peu parallèles qui existaient à l'époque, au Luxor ou autre, mais pas forcément de façon complètement officielle. À partir de la Terre, ça commence quand même à changer. C'est-à-dire que même si la plupart des films vont être distribués, et l'aura de... Donc l'article de Jean-Louis Bory va avoir une grande importance. Les cahiers via Danet et Toubiana vont avoir aussi une grande importance parce qu'ils vont aussi lui donner une légitimité encore supplémentaire, puisque les cahiers ont beaucoup accompagné Chahine à partir du retour de l'enfant prodigue, on va dire, jusqu'à la fin. Bon, et bon, j'ai fait partie de cette histoire-là qui a culminé, on pourrait dire, avec ce numéro spécial. Et donc, il avait besoin de ça. C'était important pour lui. Ça lui valait parfois des inimitiés parce que vous pouvez l'envisager. Il était peut-être considéré comme un vendu parfois par certains. Enfin, il n'était pas, c'était pas. Mais c'était fondamental pour exister, pour pouvoir continuer à faire des films. Parce qu'au fond, ce qui lui importait le plus, c'était de pouvoir continuer à faire des films, comme la plupart des cinéastes d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais voilà. Donc, il avait besoin de ces échos-là. Et puis, c'est quelqu'un qui vient, on y revient, de ce creuset multiculturel qui était donc Alexandrie. Donc il n'avait pas de problème avec l'autre, avec l'étranger, avec le... Alors après, il pouvait avoir les opinions qu'il pouvait avoir, mais c'était pas un problème pour lui. Il n'était pas dans la fermeture, il n'était pas dans la clôture sur soi-même, quoi, ou sur son territoire. Et d'ailleurs, puisque le film parle aussi de ça, Alexandrie encore et toujours, c'est-à-dire la question de l'identité, au fond, qui est une question centrale dans l'identité de l'Égypte, et l'identité, sa propre identité, c'est une identité qui n'est jamais simple chez Chahine. C'est une identité complexe, métissée, fragmentée, empêchée parfois, enfin schizophrène parfois dans ce film dont je parlais tout à l'heure, Le Choix, et même dans Le Retour de l'enfant prodigue. Enfin, il y a toute cette interrogation-là. Et donc, ce rapport, en tout cas à l'étranger, à l'autre, à l'Occident, il était ambivalent parfois. Bon, mais il était réel et il était accueillant, quoi, on pourrait dire. Il y avait un vrai dialogue. Et je pense que, je ne sais pas si c'est dans cette émission de Danet, microfilm auquel tu as fait allusion, ou dans une autre qu'il avait fait avec Chahine, à un moment donné, où j'en ai réécouté une il y a un certain temps, il parle Danet dit qu'il a le sentiment que c'est en train de se durcir, quoi, que l'intégrisme arrive. Et on est pas longtemps avant, je pense que c'est dans cette période, parce que Danet est mort en 92. Et en effet, après, Chahine va avoir des problèmes, avec l'immigré en particulier, qui va être interdit, puis de nouveau autorisé. Il va gagner son procès. Bon, le destin va être... mais c'est un film qui est pas entièrement... Enfin, les films de Chahine vont pas être persona grata de moins en moins, parce qu'il va y avoir cette montée de l'intégrisme. Là, on parle de la monarchie... on parle des pétrodollars, qui est la question dont il parle à plusieurs reprises politiquement. Mais ensuite, il y a l'intégrisme qui commence à arriver, je pense, à ce moment-là, mais qui va monter en puissance dans les années 90, puis après. Et là, effectivement, il va être plus menacé et il va trouver, encore une fois, sa légitimité dans cette reconnaissance internationale qu'il a acquis au fil des années, quoi. Alors, la dernière image était celle-là, mais vous y avez répondu. Voilà, qui est aussi... C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il s'est beaucoup identifié à l'Égypte aussi. C'est intéressant parce que son cinéma est une interrogation sur sa propre identité à lui, mais c'est aussi une interrogation permanente sur l'identité de son pays, auquel il était très attaché et en même temps dont il n'avait pas une vision figée. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous dit l'Égypte c'est ça et pas autre chose, quoi. On voit bien d'ailleurs dans la manière dont il fait cette archéologie assez amusante, très amusante, de Alexandrie dans ce film, avec le personnage d'Alexandre qui déboulonne, enfin, tout en le célébrant. Enfin, on voit bien que tout ça, c'est pas quelque chose qui est simple pour lui ou qui se dit en une seule dimension. Ça doit se dire à travers de multiples contradictions, de multiples interrogations, une espèce de dialectique qu'il y a chez lui permanente, de moteur comme ça qui est incroyable d'ailleurs. C'est tout sauf un nationaliste au sens étroit du terme, en tout cas. Tout sauf officiel. Ça, c'est vrai. Question ? Est-ce que vous avez... Oui, c'est parti. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Donc... C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler de Chahine. Donc...
Déjà, merci pour cette découverte parce que c'est le troisième Shining que je vois et celui-ci, des trois que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus marqué en fait. Parce que Quels sont les deux autres, par curiosité? j'ai plus le nom. Il y en avait un qui était diffusé sur Henri, qui est un film qui parle de l'Égypte et du canal de Suez, je crois. Est-ce que, non, parce que c'est pas les gens du Nil, justement. Voilà, Un jour c'est le ça. Nil, ça Un s'appelle. jour au Il y a Nil, plusieurs pardon, versions. c'est Ouais. ça. Oui, c'est Ouais. ça. Et l'autre, c'est Très son différent. tout- Oui, oui, et vraiment très beau. Et son tout premier, c'est son tout premier film que j'ai vu avec cette résistante algérienne. Alors, c'est Jamila. pas du tout son tout premier, parce qu'il en avait fait pas mal avant. d'accord. Non, Parce que j'avais vu, c'est un film de 62 ou 3, donc il a 10 ans de carrière, plus de 10 ans de d'accord. carrière avant, mais peu importe. Mais, Ok. oui, qu'un D'accord. film probablement coproduit. Alors, je sais pas s'il parle d'Algérie, je crois, oui. Enfin, en tout cas, c'est un film sur la résistance algérienne. Non, ça n'a pas été produit par l'Algérie. Mais je sais plus qui. C'est marrant. C'est d'accord. Et Je crois que c'est un film qui a été fait avant l'indépendance, hein. D'ailleurs, hein. Quand je dis ce 10 ans, ouais, c'est ça. Et celui-là aussi était très marquant, justement, la violence des images de la guerre d'indépendance, ça m'avait impressionné. Et ce qui m'a marqué dans celui-là, en fait, c'est qu'il y a quelque chose que je n'avais pas perçu dans les deux autres films, c'est la question du regard. Moi, s'il y a bien quelque chose qui me touche toujours au cinéma, c'est justement lorsque l'on voit ce que perçoit le cinéaste derrière l'œil de la caméra, quoi. Il y a ça, et vu qu'on a affiché ce dernier plan du film, qui pour moi est la quintessence de tout ce qu'essaye de nous montrer le film en fait depuis le début, c'est cette espèce d'ensorcellement magnétique qu'il peut y avoir entre le tournage, ce qui se passe sur le tournage et ce que voit le réalisateur. Parce que de toute façon, quand on voit un film, on voit aussi ce qu'on perçoit à travers cette machine qui nous permet de capter les choses et qui du coup représente quelque chose qui est un pur fantasme. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un film sur le fantasme, puisqu'il fantasme ses acteurs. Il y a presque quelque chose d'homo-érotique que je trouve assez beau en fait et très drôle. Moi, je ne me mettrai jamais du policier avec ses Ray-Ban et son gourdin. C'est magnifique, c'est incroyable cette espèce de... On dirait presque qu'on est chez du Pasolini parfois avec cette espèce de parodie de la période de Pasolini qui adapte... Moi j'ai pensé à la trilogie de la vie parfois, voilà. Et je trouve ça magnifique et j'adore cette déclinaison du regard et aussi il y a comment le réalisateur est perçu par les autres. Et ça, c'est assez beau. Et j'aime bien parce qu'en plus, effectivement, il est assez gothique dans le film, et en même temps, il s'autocritique, et en même temps, il se célèbre. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un film, effectivement, de contradiction, et c'est ce qui en fait sa grande beauté, je pense. J'ai rien à ajouter. c'est parfait. Je veux dire, et t'oublies aussi la moustache. Par rapport à ça, c'est génialissime. Ça. La moustache Du et les déguisement, jupettes hein. aussi. Le cuir, les jupettes. Alors, je ne vais pas parler des jupettes, mais non, Ouais. en fait, il y a quelque chose en fait sur lequel j'ai envie de faire écho par rapport à ce qui était dit sur sa position en fait, même dans le monde cinématographique, avec ce côté donc cinéaste très reconnu chez lui, mais qui se voit aussi, comme il le dit, un peu comme un marginal qui peut-être n'a pas forcément envie de ce succès et a envie aussi de juste être lui-même. Et il y a une scène au début, quand ils sont à la Berlinale, que je trouve assez étonnante, c'est la manière dont ils se jettent, l'un et l'autre en fait, sur le prix où ils attrapent ça et on a l'impression qu'on va leur voler. Que c'est si je le prends pas maintenant et si je fuis pas de la scène, on va, ce prix il est pas à moi. Et c'est là qu'on entend en plus, on entend justement la présentatrice qui dit justement c'est le premier prix décerné à un film arabe à la Berlinale. Et je me suis demandé cette question parce que je connaissais pas du tout Shahin, donc je me disais comment il se positionne par rapport à ça. Bon, finalement on a répondu un peu différemment. Et j'avais l'impression que lui se sentait pas forcément imposteur, mais qu'il se disait on me reconnaît enfin quelque chose, il est temps pour moi de le prendre ou c'est maintenant ou jamais. Et je me rendais pas compte qu'il avait justement 40 ans de carrière à cette époque déjà. Voilà, c'est juste une remarque comme ça. Pas à l'époque du l'Ours d'Or, il n'a pas 40 ans de carrière, il a 25 ans, 26, ah oui, si on parle un peu plus, si on parle d'Alexandrie Pourquoi, oui. Ah oui. Voilà. Non, mais là, je pensais vraiment pour celui-ci. Oui, en oui, fait, bien sûr. vraiment, je trouvais qu'il avait une position où j'avais pas l'impression de voir un cinéaste qui avait autant en fait de bouteilles dans ce film-là. Et l'autre remarque que je ferais, mais qui du coup ne découle pas sur une question, c'est juste que je suis très étonné que le film ait en fait déjà 33 ans.
je le trouve résolument moderne. Et à un moment, quand j'ai commencé le film, j'étais là, ah oui, mais ce film a une dizaine d'années, c'est chouette. Et je trouve qu'il a des procédés qui sont, même dans son image, dans son traitement, vraiment très modernes en fait. Je suis vraiment d'accord. Hein. Moi, c'est aussi le sentiment que j'ai eu en le revoyant, alors que je l'avais déjà vu. Mais c'est vrai que c'est assez sidérant de voir à quel point le film n'est pas, est pas daté de façon. À part, il est daté politiquement avec cette grève des cinéastes égyptiens et tout ça, qui je crois, inspiré d'un truc qui a réellement eu lieu autour de l'année 87. Hein. J'ai pas réétudié la question. Mais non, oui, c'est très étonnant cette liberté de ton qu'il a et cette façon qu'il a d'envisager le cinéma comme un truc à la fois ludique et très sérieux. Mais sur les prix, oui, j'ai été frappé aussi par cette image de mort de faim. Mais je crois qu'il y avait quand même... Alors, c'est pas du tout c'est pas un complexe, parce qu'il faisait pas un complexe, mais il y avait quand même le sentiment chez lui d'être issu d'un monde qui n'était pas le monde dominant du cinéma, quoi, qui est quand même le monde cinéma américain, le cinéma européen à sa façon. L'Asie, c'est vraiment autre chose, mais ça a pu être dominant sans l'aide. Bon, bref. Mais lui, venant quand même d'un pays qui, certes, avait une industrie cinématographique incroyablement vivante dans les années 50, 60, vraiment très grand cinéma égyptien, mais qui était quand même peu diffusé, à part, encore une fois, dans des circuits parallèles, par exemple en France, et qui n'avaient pas la reconnaissance. Moi, j'ai aussi rencontré des cinéphiles. Je me rappelle à cette rétrospective à Locarno, où j'étais présent, puisqu'on avait fait ce numéro juste avant pour qu'il soit présent à ce moment-là, puisque ce numéro spécial a été fait dans le contexte d'une rétrospective à Locarno, puis à la Cinémathèque française en octobre, donc Locarno en août. Je me souviens avoir discuté avec des cinéphiles français que je connaissais, qui découvraient Chahine ou qui avaient peut-être vu un ou deux films et qui là découvraient plus largement, et ils n'étaient pas très sensibles. Ils avaient une espèce de distance comme ça, un peu, parce que Chahine, ça correspond quand même pas tout à fait au modèle du grand film, qui est personnellement un modèle auquel j'adhère pas particulièrement, c'est-à-dire le grand film. Après, il y a des grands films qui se donnent comme grands films. Non, mais je veux dire, on peut dire le modèle kubrickien pour aller très vite, c'est-à-dire le modèle de la maîtrise absolue, de la façon d'impressionner le spectateur, enfin bref, d'intimider même, on pourrait dire, le spectateur. Je porte pas de jugement de hiérarchie entre, mais juste pour donner. Chahine, c'est quand même un peu l'inverse. C'est quand même c'est un cinéaste qui, à mon avis, a une très grande maîtrise de son art, mais enfin qui a tendance plutôt à ne pas la manifester de façon intimidante. Au contraire, c'est-à-dire qu'il est extrêmement accueillant d'une certaine manière pour le spectateur, je trouve. Et en même temps, il y a ce rapport au mauvais goût, par exemple, qui est, mauvais goût, tous les guillemets du monde. Justement, mauvais goût pour qui, pourquoi, pour vous peut-être, mais pas pour moi, et réciproquement. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est quand même un cinéma difficile parfois pour certaines personnes, en tout cas pour certains cinéphiles classiques entre guillemets, à appréhender, parce qu'ils savent pas bien où ils sont. Ils savent pas bien ce qu'ils sont en train de voir au fond, et qu'au fond il y a certains cinéphiles qui aiment bien voir ce qu'ils ont déjà vu, ou quelque sorte, ou être dans un truc où on peut... Là, tout d'un coup, on peut être extrêmement surpris, parfois heurté, parfois... après, tout n'est pas réussi ou génial dans tous les films de Chahine, c'est pas la question. Ça fait une œuvre extrêmement dense, extrêmement vivante, très importante, avec des hauts et des bas, des films ratés, des films réussis, à l'intérieur même des films... d'une certaine manière, peu importe. On va dire, Dieu reconnaîtra les siens, si on peut dire, et il n'y a pas ce côté « je vais vous balancer le chef-d'œuvre ». Jamais. Même dans les films les plus comme La Terre, ou peut-être, ou des films comme ça, où Les gens du Nil, justement, sont des films un peu plus sérieux, entre guillemets, où il y a ce côté un peu... même Gare Centrale, ce qui est tout à fait un autre genre. Mais il n'y a pas cette idée du grand film définitif, ou qui va vous mettre par terre, quoi, d'une certaine manière. Et ça, moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est une idée qui n'est pas tellement dans l'air du temps, qui n'a jamais été tellement dans l'air du temps, d'ailleurs, mais qui l'est sans doute encore moins aujourd'hui, où on attend toujours, j'ai l'impression, le grand film qui n'arrive jamais, évidemment, ou qui arrive, mais tout d'un coup. Et puis, c'est une idée du cinéma un peu monumental, assez viril, au fond, pour moi, que Chahine ne cesse de défaire d'une certaine manière de l'intérieur, tout en ayant une parfaite maîtrise de son art.
Bonjour. Bonjour. Ouais, merci pour le film. Moi, c'est mon deuxième Shaheen. Ça, il faut remercier Samir, c'est lui qui a choisi. Oui, bah, on le remercie. T'es d'accord, hein, mais... Oui, oui. Et celui que j'avais vu avant était assez différent, mais il y avait une espèce de lien parce que c'était Saladin que j'ai vu. Enfin, oui. Saladin. Saladin, oui. Ouais, et Ouais, ça. c'est encore autre chose, oui. Ouais, ouais. Et il me semble. Saladin, ça devait être un film de commande peut-être. Oui, je crois, oui. Ouais. Oui, oui. Mais dedans, j'y voyais. Épique, hein, dans mon souvenir. Hein. Oui, oui, oui. Et c'était aussi super généreux. Enfin, Un film très cher d'ailleurs pour l'époque, je crois. Ouais, et c'était déjà incroyable de voir ça. En fait, il y avait déjà une espèce d'inventivité, un nombre de ressources de créativité visuelle. Il y avait des scènes où pour juste une petite scène, il y avait une espèce de jeu d'ombre avec 3 décors créés juste pour représenter un rapport entre de guerre de religion. Enfin, il y avait vraiment cette générosité que je retrouve dans ce film-là aussi. Moi, je voulais juste faire peut-être une remarque en rapport à ce qui a été dit sur la relation potentiellement un peu érotique entre le réalisateur et son acteur. Moi, j'y voyais surtout, avant le côté un peu oui, directement érotique, j'y voyais surtout une espèce de désir de cinéma, du coup, qui se transmet au fur et à mesure du film de son maintenant ex-acteur, du coup, à une potentielle nouvelle actrice. Et en fait, c'est vraiment un désir qui passe par un regard de caméra. Enfin, c'est toute la scène finale que je trouve vraiment très belle, où en fait, il va projeter en cinéma son désir. Et c'est ce qui se passe pendant tout le film, c'est ce désir, il se projette vraiment dans l'imaginaire, un imaginaire de ce péplum un peu ouais, grotesque, qui mélange beaucoup de choses assez particulières. Et aussi, c'est ce que je voyais dans la scène de danse après Berlin. Je voyais vraiment cette scène de danse comme enfin, c'est assez évident après, mais comme un rapport de double, vraiment. Donc ce désir, il est forcément un peu narcissique aussi, parce que c'est marrant qu'il mélange le fait de je me vois vraiment en toi, mais aussi je t'aime, j'ai du désir pour toi. Et d'ailleurs, alors, vous allez peut-être m'aider à retrouver, parce que la scène de danse m'a fait pas mal penser à une... Alors, c'est peut-être Fred Astaire, je ne sais pas, mais il y a une scène de danse dans une comédie musicale américaine, probablement très connue, mais j'ai vu que cette scène où, en fait, c'est aussi dans une espèce de ruelle un peu vide, et l'acteur principal se retrouve devant son reflet, qui lui donne des conseils pour aller séduire, je sais pas, un des personnages. Et ce reflet, en fait, sort du miroir et va danser avec lui. Et en fait, ça m'a rappelé ça parce que, justement, rapport de double. Est-ce que vous avez une idée ? Je me demande si c'est pas Gene Kelly plutôt dans un film qui s'appelle Oui. Cover Girl de Charles Vidor, celui qui a fait Gilda, mais je suis pas certain que ce soit ça. Ça me dit quelque chose aussi, cette séquence, hein, mais Shaheen devait lui sûrement savoir de quoi il s'agissait, parce qu'il était assez connaisseur en ce domaine, sans être d'ailleurs un cinéaste cinéphile au sens classique. Mais non, je voulais rebondir juste par rapport à ce que vous disiez, enfin, très très brièvement, sur le rapport effectivement de projection par rapport à l'acteur, qui est quasiment le sujet du film, en tout cas un des sujets vraiment majeurs du film. C'est vrai que c'est un rapport de possession, enfin de possessif, comme peuvent l'avoir les cinéastes avec leurs acteurs ou leurs actrices, qui en effet a tendance à se reproduire avec la deuxième, donc l'actrice qui s'appelle Yousra dans la réalité. Enfin, son nom d'actrice est Yousra, et d'ailleurs elle était très populaire en Égypte. Et en même temps, moi je ne peux pas non plus ne pas le voir comme quand même il y a une dimension érotique. Alors érotique, ça peut être aussi le cinéma, rapport acteur, réalisateur ou réalisatrice, acteur ou actrice, enfin peu importe. Enfin, il y a du désir. Évidemment, c'est un rapport qui peut être trouble, on le sait bien. Hein, il y a eu surtout aujourd'hui avec toute la revisitation MeTooesque et autres de ce qui s'est passé dans l'histoire du cinéma. On voit bien que ça met en lumière le caractère trouble du désir, dans le meilleur des cas, on va dire. Et donc, mais à mon sens, c'est aussi une manière de dissimuler, tout en le montrant, le désir réel aussi pour un mec. Parce qu'encore une fois, c'est ce sujet d'homosexualité qui n'est effectivement pas frontal dans le film,
quoique, était quand même très tabou hein, dans le monde arabe. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Yousri Nasrallah, qui était l'assistant de Chahine, enfin qui je pense est le type avec lequel il dialogue, celui qui est représenté par ce personnage dans le film, et qui était vraiment plus que son assistant, son alter ego, qui lui-même a fait des films. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qui est Yousri Nasrallah ou non. Il a fait des films, de beaux films d'ailleurs aussi. C'est une figure aussi très vivante qui a débuté avec Chahine, mais qui ensuite a fait sa preuve. Et bon, lui, il est explicitement homosexuel, et je me souviens avoir en discuté avec lui au Caire, en disant que c'est pas simple, que à la fois c'est quelque chose de très intégré au fond. Tout le monde sait qu'il y a de l'homosexualité dans le monde arabe, ou en Égypte en tout cas, mais personne n'en parle. Enfin, je veux dire, c'est quand même tabou. Donc, et Chahine lui-même était très, jouait un peu au chat et à la souris sur cette question-là. Donc, je trouve que le film montre et dissimule à la fois. C'est ça, à travers le cinéma. C'est quand même aussi, pour moi, évidemment que c'est un film sur le cinéma, et que c'est un film sur son regard et sur sa projection et sur son narcissisme et ainsi de suite, et sur son rapport, comme vous le disiez très bien, de je sais moi et je sais l'autre et moi-même en même temps. Enfin, je m'aime dans lui, en même temps je l'aime lui en tant qu'autre, bref. Mais je pense qu'il y a quand même cette dimension érotique au sens strict du terme qui est quand même aussi présente. Et c'est là l'intelligence, la grande intelligence du film, à mon avis aussi, c'est de ne pas l'avoir mis trop en... Bon, à la fois, il ne pouvait pas pour des raisons quasi de censure, mais d'en avoir fait, comme le faisaient les cinéastes américains au fond à l'époque du Code Ace ou ce genre de choses, d'en avoir fait un argument un élément de cinéma au fond, une idée de cinéma qui finalement lui permet de jouer un peu sur les deux tables. Je disais encore une fois, masquer et dissimuler et montrer à la fois, quoi. Bah oui, l'indice le plus gros là-dessus, c'est que finalement, il traite un peu sa fascination pour l'actrice comme étant équivalente à sa fascination pour l'acteur. Il y a le même refrain qu'il est beau à mes yeux dans la première chanson. Je sais plus, bref, dans la chanson où il y a le policier sadomaso, et il y a le même refrain à la fin avec qu'elle est belle à mes yeux. Donc c'est vrai que cette équivalence est déjà un peu risquée, j'imagine. En Égypte à cette époque-là. Le personnage de la femme, donc de Yeya, puisqu'il se fait appeler comme ça dans le film, donc qui est l'équivalent de la femme de Chahine, qui s'appelait Colette, et qui était française de fait d'origine. Je trouve que ce couple était vraiment comme ça, c'est-à-dire à la fois à se dire tout avec toutes ces ambiguïtés. Là, il ment pas là-dessus. Enfin, il dit quand même. Je l'ai rencontré, mais j'ai forcément une vision un peu superficielle, mais quand même. D'ailleurs, c'est tourné chez lui, ces plans là, les beaux plans du début qu'on retrouve après là quand il s'endort, enfin quand il est, qui d'ailleurs inscrit tout de suite le film. Là aussi, on peut se demander si c'est pour quelle raison ça inscrit tout de suite le film dans une espèce de songe, enfin à la fois de mémoire et de songe, enfin de mélange d'invention et de. C'était chez lui d'ailleurs, tourné chez lui dans mon souvenir, et il arrive à recréer ce couple très très uni, très important pour lui. Et en même temps, avec l'envie d'ailleurs en permanence. Une espèce bon, alors c'est à la fois un modèle assez traditionnel et en même temps, c'est très tournoyant. C'est le tournoiement du désir en permanence, quoi, chez lui. C'était un peu ça, quoi. On va devoir arrêter, mais je ne peux pas vous laisser partir sans que vous parliez de la séquence avec Nat King Cole. Je veux dire, c'est pas possible. La séquence avec Nat King Cole, la séquence musicale. La séquence avec de comédie musicale dont on parlait tout à l'heure. Moi, c'est une de mes séquences préférées dans le film. Je n'ai pas forcément grand-chose à en dire parce que j'adore évidemment la chanson. Vous aviez fait une émission spéciale sur Chahine et vous aviez terminé. Je crois oui, c'est ça. Oui, je ne me rappelais plus, mais c'est possible. Oui, j'adore Nat King Cole, donc en effet, c'est tout à fait probable. Ce qui est beau dans la séquence, c'est que rien on ne s'attend. Enfin, quand on n'a pas vu le film, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais mon sentiment, c'est qu'on ne s'y attend pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est très inattendu, comme beaucoup d'idées dans le film, d'ailleurs, très imprévisible. En même temps, ça coule de source. C'est-à-dire que, d'abord, on voit que Chahine paye de sa personne. C'est ça que je trouve beau aussi dans le film. C'est-à-dire qu'il fait un film dont il est le personnage principal, mais il paye vraiment de sa personne. C'est-à-dire qu'il fait les danses, il fait la danse ensuite avec les bâtons. Enfin bon, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est dans le confort de ça. Problème avec les assurances, hein, parce que là aujourd'hui, ça serait pas possible. Après là, il avait quel âge là? Il avait 60 ans quand même. Hein, je pense qu'il devait avoir. Attendez, 6. Oui, c'est ça. Il avait 60 ans environ, 60, 61. Donc et quand même en forme, hein, malgré que c'était un grand fumeur pourtant.
serve la cigarette. Chahine était un grand fumeur, hein, ça je peux vous le dire. Je lui ai même collé un patch une fois quand il a essayé d'arrêter de fumer. Donc il fumait cigarette sur cigarette, hein, dans une autre époque, dans le chain smoker comme on dit. Mais en même temps, voilà, moi j'aime beaucoup cette idée à la fois de ce lien entre les deux, l'acteur, le jeune et le vieux, l'acteur et le metteur en scène qui passe à travers la danse, aussi expression de la joie, ce côté effectivement comme ça coulant de source tout en étant complètement inattendu et cette façon qu'il a de payer de sa personne réellement. Voilà, parce que il faudrait voir les autres cinéastes qui ont mis en scène, disons, enfin, dans une sorte d'autofiction. Alors il y a Moretti, mais lui c'est devenu une vraie, même si maintenant il a l'air d'y avoir un peu renoncé. Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre. C'est pas April, c'est Journal intime. C'est dans Journal intime où il dit, ou dans April, je sais. Bref, il n'arrête pas de dire je ne sais pas danser, je rêverais de danser. Oui, tout à fait. Et c'est beau parce que j'ai l'impression qu'il a vu le film de Chahine, c'est probable, qui lui-même finit par danser. Le désir de comédie musicale est commun aux deux, même si chez Chahine, ils sont assez opposés par ailleurs, parce que Moretti est quand même beaucoup plus vindicatif, on pourrait dire, et moins accueillant à l'autre. Avec tout ce que ça peut. Non, mais avec évidemment là aussi une dose d'autodérision importante. Mais oui, il y a des ponts, il y a des passerelles entre les deux, certainement, quoi. Mais c'est une très belle séquence. Non, je ne vais pas en faire une exégèse, parce que c'est plus le moment d'ailleurs. Mais c'est une de mes séquences favorites dans le film. C'est vraiment. Là, ça exprime aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même cette fascination pour le spectacle américain de la grande époque, parce que pour lui c'était quand même Hollywood classique. C'était pas quelqu'un qui se référait au nouvel Hollywood ou au cinéma américain à partir d'un certain moment. C'est vraiment le Hollywood classique qui l'a marqué, comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs, comme beaucoup de monde, hein. Il a été marqué parce qu'il a pu découvrir dans sa jeunesse, donc forcément. Et puis quand il était à Pasadena, donc à la fin des années, enfin juste après guerre, c'est quand même un des âges d'or du cinéma américain aussi. Donc je pense qu'il a vu beaucoup de films à ce moment-là qui l'ont imprégné, mais c'était pas un cinéphile non plus. C'était pas quelqu'un qui se déterminait. C'était pas un cinéphile, bien sûr qu'il avait vu un certain nombre de films dans sa vie et qu'il pouvait en parler, mais c'était pas quelqu'un qui se déterminait par rapport à une cinéphilie. C'était vraiment un cinéaste à l'ancienne aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire quelqu'un qui était comme des grands cinéastes classiques américains. Par certains côtés, c'est-à-dire qui voit dont l'idée un peu, c'est d'abord par les films qui s'exprimaient, même si après il s'est mis à parler quand même beaucoup aussi dans les entretiens. C'était quelqu'un de bavard comme moi, et donc, mais il n'y avait pas ce côté ultra cinéphile ou ultra théorique qu'il peut y avoir des fois chez certains cinéastes plus jeunes, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, en tout cas. Ça aurait été bien si vous aviez été un peu plus nombreux, mais bravo, d'autant plus d'avoir été là. Surtout pour l'heure matinale. Hein. Merci. Merci beaucoup Thierry Jousse. On se retrouve pour 14h, 14h05. C'est Atlantique, le film de Mati Diop. Et on sera avec Judith Lévy, la productrice du film, qui viendra donc en discuter. Voilà. Déjeunez bien. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.